France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum tout au long de cette semaine. Ravi de vous retrouver donc jusque 18h avec, comme chaque lundi, l'entretien du LGF. Notre invité sera tout à l'heure le professeur Christophe Oberlin dès 17h. Avec lui, nous allons parler évidemment de la Palestine, mais parler aussi un peu chirurgie, de sa particularité parce qu'il en a une, et c'est un professeur chirurgien engagé bien sûr pour la cause palestinienne, puisqu'il s'y rend à Gaza en tout cas depuis 2001 3 fois par an, et il opère et forme des chirurgiens sur place à Gaza pour faire face à de nombreux blessés évidemment régulièrement. Donc jusque 17h on va ensemble un petit zapping bien sûr. La question du jour aujourd'hui en rapport avec peut-être ce qui apparente comme un nouveau dérapage d'Emmanuel Macron à l'occasion de la journée des patrimoines qui avait lieu samedi, et il a effectivement s'est entretenu avec un jeune homme à qui il a conseillé de traverser la rue et pour trouver du travail. Voilà, donc selon Emmanuel Macron, il suffit de traverser la rue pour qu'on puisse trouver du travail. Du coup, ça fait le buzz évidemment depuis samedi. Et la question, s'agit-il selon vous d'un nouveau dérapage? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et puis on parlera, si vous le voulez, aussi de cette polémique qui a été révélée aujourd'hui, de ce chauffeur de la RATP qui a freiné parce qu'un jeune s'est mis devant le bus et donc il l'a un petit peu engueulé quoi, et puis le jeune homme l'a insulté. Donc le chauffeur du bus est sorti de son bus pour lui mettre une claque à ce jeune homme. Du coup, ça fait la polémique, la RATP qui risque probablement de le sanctionner. Il y a un comité de soutien qui s'est constitué pour soutenir le chauffeur de bus. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes choqué justement par la claque ou pas? Est-ce que vos appels au 01 40 33 9000 pour tout cela. Mais pour l'instant, et pour commencer cette émission, c'est arrivé un 17 septembre. C'était dans l'actualité. C'est à la une du 17 septembre en 1871, inauguration du tunnel ferroviaire du Fréjus reliant la France à l'Italie. Un 17 septembre 1900, l'Australie se constitue en union fédérale de 6 colonies. 1978, El Sadat et Begin signent un protocole d'accord sur la paix au Proche-Orient à l'issue des entretiens de Camp David. En 1979, le premier restaurant McDonald's ouvre ses portes en France et ça se passe à Strasbourg. En 1982, massacre des camps palestiniens de Sabra et Shatila au Liban. Le grand forum, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. L'invité de l'entretien cette semaine est Christophe Oberlin, le professeur Christophe Oberlin qui sera avec nous entre 17h et 18h. Vraiment un personnage à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est un grand monsieur de la chirurgie, un monsieur aussi qui milite et donc pour cette cause palestinienne, et qui se rend 3 fois par an maintenant depuis 2001, et il nous s'expliquera d'ailleurs comment il en est arrivé à venir régulièrement à Gaza. C'est le fruit d'une rencontre, comme quoi les rencontres parfois peuvent changer le destin de toute une vie. Et tout à l'heure entre 17h et 18h, il sera avec nous le professeur Oberlin dans le cadre de cet entretien. Puis je vous donne d'ores et déjà l'invité de la semaine prochaine sera monsieur Hakim El Karoui, auteur du rapport La fabrique de l'islamisme, en collaboration avec l'Institut Montaigne bien sûr. Demain à Etamimi, elle était à la fête de l'humanité, et Tahabouab c'était pour le grand forum France Maghreb 2 à sa rencontre, et il a interrogé. On fera écouter donc cet entretien. Je voudrais juste faire remarquer, à très juste titre d'ailleurs, parce que ça m'a été soufflé pour le coup, qu'elle a été invitée nulle part, dans aucun grand média à part Al Jazeera, Jazeera et d'autres médias, je crois le Parti communiste aussi qui a fait l'humanité. Mais sinon, à part ça, il n'y a eu aucun média. Quand je parle de grands médias, c'est BFM TV, CNews et compagnie. On n'a pas vu, absolument pas d'interview de Haït Tamimi. Voilà, ça pose là aussi quelques questions. Si tant est qu'on se dépose encore. Bon, ceci étant, ça a le mérité d'être signalé. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé ce week-end. Ça s'est passé samedi. Vous savez que c'était les journées du patrimoine, qui ont d'ailleurs obtenu un grand succès. Et évidemment, dans les journées du patrimoine, on peut aller visiter, pour ceux qui le souhaitent, le palais de l'Élysée. Donc Emmanuel Macron est sorti, bien sûr, pour y rencontrer, serrer quelques mains. Il a eu cet échange avec ce jeune homme. Écoutez. De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas.
Si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Donc allez-y. Entendu, merci. Merci à vous. Très professoral pour le coup, donc Macron avec ce jeune homme, je traverse la rue et je vous en trouve, en quelque sorte il laisse entendre finalement qu'il fait rien pour trouver du travail. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu pas mal de petites boutades sur internet depuis, eh bien tout le monde a traversé la rue, du coup on est à 0,4% de chômage en France. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Beaucoup de monde au niveau des passages piétons. Il y en a eu pas mal, des petites blagues assez sympathiques, bien sûr, pour reprendre les propos de Macron. Alors la question, est-ce que il s'agit pour vous d'un dérapage encore de Emmanuel Macron, du président Macron? Vous répondez à cette question sur Facebook, vous êtes 78% à le penser, qu'il s'agit effectivement d'un dérapage, mais aussi quelques commentaires que je vais vous lire tout à l'heure, qui disent qu'il finalement il a raison, que de toute façon on se contente, alors ça c'est des commentaires qu'on peut voir sur Facebook, de toucher le RSA et on ne cherche pas forcément du travail. Voilà, ça ce sont des commentaires qu'on peut lire. Mais quand même 78% des gens pensent qu'effectivement il s'agit d'une nouvelle fois d'un nouveau dérapage du président de la République. Donc Emmanuel Macron sur Twitter également pour voter, LGF officiel, et puis en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis sur cette nouvelle sortie du président Macron. Autre petite polémique qui vient au cœur de l'actualité aujourd'hui, c'est ce chauffeur de bus de la RATP qui a pilé pour éviter un jeune qui a traversé visiblement pas au bon endroit et pas au bon moment, et donc le chauffeur du bus lui fait remarquer qu'il faut qu'il fasse attention, etc. Ce jeune l'insulte, le chauffeur du bus sort et lui met une gifle, et bien sûr ça c'est une vidéo qui tourne un petit peu partout, et donc un comité de soutien s'est constitué pour soutenir, donc apporter le soutien aux chauffeurs de bus. Est-ce que vous auriez eu d'ailleurs ce type de réaction? Est-ce que vous êtes chauffeur de bus? Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, c'est le moment de nous appeler. Est-ce que vous rencontrez ce type de problématique? Et on sait visiblement que bien entendu ça a choqué pour certains. Eh bien vous nous appelez pour nous dire, on écoutera d'ailleurs dans le zapping tout à l'heure Elisabeth Borne, qui est la ministre du Transport, qui effectivement demande des sanctions, mais à demi-mot quoi. On dirait qu'elle comprend un peu le geste. Est-ce que vous comprenez le geste de ce chauffeur de bus? Vous répondez en nous appelant 01 40 33 9000. Imaginez juste que ce soit votre enfant. Est-ce que vous accepteriez que un chauffeur de bus le gifle parce qu'il a été incorrect et insultant? Voilà, ça se discute en tout cas, et chacun nous donne son avis, bien entendu au 01 40 33 9000. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis, qui nous intéresse plus que jamais dans cette émission, le Grand Forum. Ça pose question, en tout cas ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Quand on voit la vidéo, c'est vrai que c'était assez poignant, parce que on le voit effectivement sortir du bus, et c'est un gamin donc qui faisait partie d'un groupe, ils étaient plusieurs, et donc le chauffeur de bus vient vers lui et lui commence à lui asséner une belle gifle, et lui dit voilà, tu sais pas quel âge j'ai, moi tu sais pas quel âge j'ai, voilà, en guise de réponse à ces insultes. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, bien sûr. Donc chauffeur de bus, Macron, dérapage, voilà autant de sujets qui vous feront peut-être réagir. Vous n'hésitez pas en tout cas à nous appeler pour ce faire. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Allô, bonjour. Bonjour, je voudrais intervenir pour ce que oui, vous dites. Bonjour, cher monsieur, quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Mohamed. Mohamed, vous nous appelez d'où aussi, Mohamed? Je vous appelle je vous appelle de la région parisienne, excusez-moi. Très bien, alors sur Macron ou sur le chauffeur de bus qui vous fait réagir, Mohamed? Sur le chauffeur de bus? Oui, alors dites-moi. Écoutez, il y a eu totalement raison, parce qu'à mon avis, il y a de l'abus de la part du jeune qui a traversé. Oui. À mon avis, il aurait dû l'humilier plutôt que de lui mettre une gifle violente. Il aurait dû lui enlever son pantalon. Oui, c'est un peu... Et lui mettre quelques fessées. Après, vous dites que l'enfant, il a peut-être réagi autrement, mais si notre enfant, nous, il réagit pas de cette manière, quoi. S'il est bien éduqué, il réagit pas de cette manière, il insulte pas le chauffeur. Non, mais ça on est d'accord, sauf que le chauffeur de bus n'a pas le droit, normalement, de sortir de sa cabine pour aller faire justice soi-même. Faire justice soi-même. Ouais. Il n'a pas le droit. Il faut réussir à tenir son sang-froid aussi. Ouais, voilà. Avec des situations pareilles, je veux dire. Il s'est expliqué après en disant qu'il regrettait le geste, mais évidemment, au moment où ça arrive, un gamin
je sais pas trop quel âge il avait ce gamin, mais un gamin qui vous insulte, bah vous pouvez parfois ne pas accepter. Et surtout, il y avait aussi, il faut recontextualiser les choses, c'est-à-dire que le chauffeur de bus a eu très peur de renverser le jeune. Ouais. Il y avait des clients aussi à l'intérieur du bus, donc de blesser aussi des gens qui éventuellement se trouvent debout. Enfin, ça aurait pu être un accident, j'allais dire, qui aurait pu se transformer en drame. Donc le chauffeur a certainement eu peur et il a surréagi peut-être en sortant au vu des insultes donc du gamin pour lui donner cette gifle quoi. Donc voilà. Est-ce que par exemple vous, Mohamed, votre fils, ça arrive à votre fils, Ouais. vous réagissez comment en toute honnêteté, Mohamed? Déjà, ça n'arriverait pas. Je l'espère bien que ça n'arrivera pas. On ne sait pas. J'espère, mais bien je veux dire, sûr. Ouais, mais on sait jamais, vous savez, les gamins, quand on est en bande, des fois, on fait un peu n'importe quoi, on a tous connu ça, et on l'a tous fait aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pour être Bon, très je honnête. réagirai pas aussi violemment parce que j'aurai le temps quand même de me mettre en question, de me poser toutes ces questions. Ouais. Ça n'interviendrait pas d'une minute à l'autre, mais bon. Les chauffeurs de bus qui dénoncent d'ailleurs, on l'entendait un petit peu partout dans les médias, ils dénoncent des scènes violence. quotidiennes de violence, d'insultes, de crachats qu'ils peuvent avoir. Ouais. Et c'est vrai, moi qui prends souvent les transports, je suis assez effaré de voir que les gens montent dans le bus sans dire bonjour, en ne regardant même pas le chauffeur, à croire que le bus est automatique. Enfin, il y a toute cette politesse, mais cette génération me fait très peur aujourd'hui, je vous l'avoue. Hein. C'est le monde actuel. Ouais, ouais. Même chez les adultes, on se comporte comme ça. Hein. Y a Ah pas bah chez bien les sûr, jeunes. il n'y a pas que chez les jeunes, non, des adultes. Hein. D'ailleurs, pour vous raconter un petit peu ma vie, une fois je me suis promené du côté du 16e parce que j'avais un rendez-vous et j'ai pris le bus là-bas et je me dis tiens, je commence à parler, j'aime bien parler avec les chauffeurs et je lui dis bon bah ici ça doit être tranquille, vous êtes tranquille. Il me dit non, faut pas croire monsieur, vous savez, dans le 16e, c'est peut-être une clientèle assez âgée, et assez aisée, mais ils sont extrêmement mal polis, ils vous disent jamais bonjour et dès qu'il y a un problème, ils vous engueulent comme si vous étiez responsable de tout. Il me dit à la limite moi je préfère les quartiers populaires. Voilà ce que ce chauffeur m'a dit hein. Donc voilà. C'est bon, voilà, ça fait partie malheureusement de la vie d'aujourd'hui et de ces différentes dérives. En tout cas, Mohamed, vous faites quoi comme travail? Je suis dans le domaine du transport aussi, c'est pour ça que je réagis à ce sujet. D'accord, vous êtes chauffeur de bus? Non, poids lourd. Poids lourd, d'accord. Oui, bah alors, à demi-mesure, vous pouvez aussi nous parler des mauvais comportements des automobilistes aussi sur la route. Ouais, il y en a beaucoup, j'en vois tous les jours. Ouais, Tous les jours, j'en vois des versets des pas mûrs, comme dirait ouais. Piston. Bon, en tout cas, merci Mohamed, en tout cas de nous avoir appelé. Une excellente après-midi. Merci de votre appel. Vraiment, bonne continuation. Au revoir. Merci. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler, pour prendre part à la discussion, bien sûr, sur ces sujets, donc aussi au sujet de ce chauffeur de bus. Et si vous le souhaitez aussi de Emmanuel Macron et de ce que pourrait qualifier de dérapage, en tout cas c'est la question que l'on vous pose, vous répondez en nous appelant 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Ben. Bonjour Ben, il nous appelle d'où Ben? Ah, je t'appelle de Ben, j'ai pas voulu dire, mais j'ai pas le choix. Bon, très bien, non, pas de problème, tranquille. Bonjour Ben. Alors. Ouais, bonjour. Moi, je voulais intervenir dans le domaine là, de l'éducation. Oui, on t'écoute. Tu es en train de parler des jeunes là dans le bus. Comment? Pardon, j'ai pas compris Ben. C'est-à-dire concernant les jeunes dans le bus, oui. Celui qui a donné une tarte à l'enfant. Oui. Moi, je suis pas contre, hein, parce que moi, j'en aurais donné 2. Ah oui, oui, carrément. Ouais. Vous comprenez le geste. Il faut regarder la réalité en face, Christophe, s'il te plaît. Ces trucs-là, c'est voulu. L'éducation, c'est voulu. On ne peut plus éduquer nos enfants. Allô? Tu m'entends? Je t'entends Ben, quitte pas. Voilà. Ok, bah écoutez, donc vous comprenez finalement le geste du conducteur de bus, hein? Et jadis, il y avait des médiateurs dans les bus. Pourquoi ils mettent pas des médiateurs dans le bus? Ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent. Vous faites quoi dans la vie, Ben? Bah moi j'étais médiateur, j'ai arrêté parce que je travaillais trop. Ouais. Voilà, et je m'occupais un peu trop de. Je vais pas dire ce qui me regarde pas, mais ce qui est intéressant pour la ville. Pour la ville. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça, tu vois. Alors les enfants sont livrés à eux-mêmes, que ce soit dans les lycées, que ce soit partout. Ils sont en train de diminuer tout. Bientôt, on aura des robots dans les lycées, on aura des robots dans les bus. Ils s'amuseront avec les robots, c'est la même chose, hein. Merci Ben, en tout cas pour ta réaction, pour ton avis. À très bientôt du côté de Metz. À bientôt, au revoir. Autre appel parce que évidemment ça suscite beaucoup de réactions sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô, bonjour Christophe. Bonjour. À votre invité. Bonjour Fatima. Oui, Fatima.
Sur le sujet du 16e du bus, j'ai assisté à des scènes surréalistes. Bon, mais c'est pas de ça que je veux parler. Je vais aborder deux petites choses. La première, c'est sur ce qu'a dit Macron. Oui. Sur, pour le travail, là, qu'il faut traverser la rue. Il faut traverser la rue. C'est simple. Pour trouver du travail dans ce pays, il faut traverser la rue. Alors moi, de toute manière, j'ai voté pour lui parce que j'avais pas le choix. Mais la prochaine fois, je ferai le bon choix. Lui, on a toujours le choix, cher Fatima. Président maintenant, c'est parce que il a eu un coup de pouce. Je pense que vous l'avez l'information parce que vous êtes très bien informé, Christophe, que c'est Monsieur Attali qui l'a présenté à Monsieur Hollande pour le poste de adjoint de finance. Jacques Attali n'est jamais très loin du pouvoir, ça c'est clair. Mais vous l'avez entendu cette information? Oui, non, mais bon, ça c'est pas, alors qu'il l'ait présenté à François Hollande, certes. Si lui, il lui a pas donné ce coup de main, il serait jamais là où il est maintenant. Ceci d'une part, il faut toujours un coup de main. Et la deuxième chose, je voudrais parler de Monsieur Valls. Oui. Alors on tombe sur Monsieur Valls comme quoi il se présente à la mairie de Barcelone et tout, et qu'il est en même temps député, tatati tatata. Oui. Mais ils ont tous deux, trois casquettes. Tous les politiques, ils s'occupent pas de la vraie politique du citoyen. Ouais. Prenez par exemple le président le président du Parti communiste. Ouais. Il est sénateur et il est chef du Parti communiste. Ouais. Normalement, il n'a pas le droit. Il y a des gens qui font ils se préparent pour les européennes, ouais. Tout en étant député, adjoint maire à la mairie de Paris. Il profite des médias, des ceci. Donc tout va à l'envers. Alors moi je crois que celui qui a dit voter, c'est choisir son maître. Il a eu raison, monsieur Christophe. Merci Fatima. À bientôt. 01 40 33 9000. Lawari est avec nous. Salut Lawari. Oui. Wa alaykoum salam. Vous nous appelez d'où Lawari? De Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, très bien. Alors qu'est-ce qui vous fait réagir Lawari? C'est la réaction du chauffeur de bus par rapport à la tarte du jeune. Alors, il a eu raison ou pas, Lawari? Bien sûr qu'il a eu raison. Il a fait une belle tarte. Et si j'aurais été... J'estime que voilà, après sa réaction, et en plus l'insulte qu'il a eu, donc un manque de respect par rapport au chauffeur de bus. Et voilà, donc j'estime qu'il aurait pris une deuxième tarte, ça lui aurait fait pas de mal. Parce qu'il aurait pu arriver à quelque chose de grave, il aurait pu se faire écraser, et puis arriver à quelque chose de plus grave. Donc voilà. Bon. Donc c'est une belle correction. Belle correction que vous comprenez, donc. Ouais. Donc voilà. D'accord. Merci en tout cas Lawari de Clermont. Les associations qui parlent, qui parlent, les jours où ça arrivera à leurs enfants de se faire écraser par un bus, ils verront bien la réaction qu'ils auront. Et je voulais aussi reparler aussi de la personne du monsieur d'origine turque là qui s'était violemment frappé à Tours, je crois, et qui est décédé, voilà, donc Allah rahman, et beaucoup de compassion pour toute la famille qui a perdu ce monsieur et qui laisse 3 enfants derrière lui, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà, c'est pour lui cette histoire-là qui a fait un petit fait divers. On n'entend pas trop parler justement dans les infos, c'est bizarre. Ouais, il y a beaucoup de choses dont on n'entend pas parler, notamment Aït Amimi qui était à Paris. Vous avez vu vous sur les grands médias? Non, évidemment, on a complètement occulté l'info. Non, c'est normal. Sur des réseaux sociaux qu'on en parle, c'est ça qui est alarmant, quoi. Merci Lawari en tout cas, merci de ton appel du côté de Clermont. Je profite du passage, elle est venue nous faire un petit coucou. Salut Nadia. Salut Christophe. Nadia Lazouni. Oui, comment ça va? Tu es accompagnée aujourd'hui? Mais oui. C'est mon cher ami Farid. Farid, comment ça va Farid? Très bien, et toi? Ça fait un petit moment. Oui, ça je suis fait rare, je suis désolé, mais je vais revenir plus souvent, Christophe, je te promets. Farid Benaga, comment ça va? Oui, très bien, super. Ouais, notre producteur préféré. C'est gentil, merci Christophe. Alors vous savez, est-ce qu'on parle avec les auditeurs là, on parle de ce qui s'est passé, vous avez suivi de la scène du chauffeur de bus qui a pilé. Parce que un jeune apparemment traverse devant le bus, donc forcément il pile et il engueule un peu le gamin quoi, et le gamin l'insulte, donc du coup le chauffeur de bus descend et le chauffeur de bus lui met une belle gifle et donc ça crée la polémique, et la RATP donc a pris l'affaire au sérieux puisqu'elle envisage donc d'entreprendre des sanctions disciplinaires à son encontre, et il y a tout un comité de soutien, et je suis assez effaré de voir que les auditeurs, je peux le comprendre en même temps, soit tout à fait d'accord avec ce geste parce qu'il y en a marre de cette insécurité d'après les chauffeurs dans les bus, dans certains endroits. C'est des insultes au quotidien, des crachats, etc. Tiens Nadia, il a eu raison de mettre la gifle? Alors, oui. Tu convoques 2 choses chez moi. Alors, oui.
Juridiquement non, enfin il est dans l'exercice de ses fonctions, donc voilà, il n'a pas le droit. Il a pas le droit forcément, donc moi ça m'étonne pas. Moi je comprends pas que les gens soient choqués qu'une procédure disciplinaire soit diligentée alors que c'est juste normal. Après je pense que c'est aussi parfois un réflexe humain, effectivement un ras-le-bol à un moment donné. On contrôle pas ses émotions, donc la tentation elle est grande quand même d'en mettre une dans ces circonstances, mais je me mets à la place de la mère du petit, j'aurais pas apprécié non plus qu'un étranger conne mon enfant. Voilà, c'est un petit con. Enfin voilà, comme il y en a beaucoup, si on commence à gifler tous les petits cons à Paris, on s'en sort pas quoi, je sais pas. Oui, Farid, il a eu raison de mettre la baffe ou pas là? Non, il a pas eu raison, mais pareil que Nadia, je pense que on peut tous comprendre l'exaspération de certains agents publics. Faut bien voir qu'ils vivent ça malheureusement tous les jours. Il y a une tension au final, on s'aperçoit qu'il y a une tension au sein de la société, mais vous savez c'est valable aussi entre des conducteurs de voitures. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'invective en permanence. Je pense qu'il faut un peu relâcher la pression. Faut inciter les gens à faire du sport, du yoga, je ne sais pas quoi, mais que les gens soient plus zen. Et puis pour nos enfants, effectivement, il y a un rôle qui est directement lié à l'éducation. Malheureusement, enfin moi jamais je me serais permis de faire ce genre de bêtises étant jeune. Il y a une forme de relâchement. Hein. Moi je me rappelle à l'époque quand le chauffeur de bus, par exemple, il y en avait un qui faisait le con dans le bus. Il disait je démarre pas tant que le mec s'arrête pas ou machin et tout. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui c'est 2018 quoi, tu vois. Et la question du jour aujourd'hui, tiens, je te la pose Nadia, Farid également, c'est à propos de la nouvelle sortie d'Emmanuel Macron dans les jardins de l'Élysée à l'occasion de la journée des patrimoines qui avait lieu samedi. Et il conseille pour trouver du travail, mesdames et messieurs, c'est tout simple. Non, il faut pas aller le matin à la NPE, faut pas essayer de chercher sur internet. Vous avez juste à traverser la rue. C'est tout simple. C'est facile hein. C'est facile. Est-ce que c'est un dérapage? C'est la question que l'on pose. Une nouvelle fois, s'agit-il d'un dérapage verbal du président? Il est dans le contrôle, il est dans la provoque. Enfin, ça a toujours été comme ça. La même façon, je me souviens très bien du jour aussi, il avait dit à cette femme qui était en attente de régularisation de ses papiers, on peut pas accueillir tout le monde, madame. Il sait très bien qu'il est filmé à ce moment-là, quand il interpelle le petit et qu'il lui dit, écoute, moi, travail et des diplômes, et après, en gros, viens me parler ou un truc comme ça, tu me dis monsieur. Enfin, tout ça, c'est des... bien évidemment que c'est pensé en amont, et c'est quelqu'un qui, je pense, gère quand même plutôt bien sa communication. Enfin, même s'il a... Pour le coup, il est complètement à côté de la plaque. C'est très impopulaire ce qu'il vient de faire, mais c'était voulu. Bon, en tout cas, vous êtes 78% à penser que c'est un nouveau dérapage selon vous. Vous répondez donc sur Facebook. On déresponsabilise en disant ça. C'est un dérapage. C'est ça qui me gêne dans le mot. Non, mais je comprends. Un dérapage, non. Non, c'est voulu. Je suis d'accord avec Nadia. Ça fait partie de son idéologie, hein, et qui consiste notamment à faire comprendre petit à petit à travers ce genre de sortie qu'au final, les responsables du chômage, ce sont les chômeurs. Et non pas la situation économique, la situation du marché, la fluidité du marché du travail. Donc il y a une manière de renvoyer la balle à la population et non pas aux responsables. Dans 10 minutes, on recevra dans le cadre de l'entretien du lundi. Chaque lundi, nous avons un invité dans le Grand Forum. Ce sera Christophe Oberlin, le professeur Oberlin, qui sera avec nous de 17h à 18h. Et juste avant, je profite de votre présence pour un petit zapping avec vous dans un instant, hein, tous les deux. Et Yacine est avec nous. Salut Yacine. Salut. Tu nous appelles d'où Yacine? De Amiens. De Amiens. Alors on t'écoute rapide avant la pub Yacine. On t'écoute. Donc je voulais revenir sur le chauffeur de bus en fait. On t'écoute. Donc comme quoi moi je suis chauffeur de bus et moi aussi ça m'arrive que des personnes en fait qui passent quand des personnes qui sortent du bus, ils passent juste devant le bus et devant je pile et c'est vrai que ça nous énerve mais en fait pour moi le chauffeur n'avait pas raison de mettre une gifle en fait. Il faut garder son sang-froid. C'est ça le souci en fait. Le métier il est pas facile, des personnes qui montent dans le bus, qui disent pas bonjour, tout ça, mais c'est à nous, chauffeurs de bus, d'être toujours avec le sourire. Tu sais, c'est pas facile, mais voilà, c'est ça le boulot. Voilà. Merci Yacine pour le témoignage, donc en tant que chauffeur de bus du côté de Amiens. À très bientôt Yacine. Merci, au revoir. Au revoir. Dans un instant, donc zapping, ça va être très court, mais un bon petit zapping, tiens, à suivre avec Nadia Lazouni et Farid Bellaga sur France Maghreb 2. On est lundi 17 septembre, retenez bien, lundi 17 septembre 2018, Farid Bellaga est dans nos studios. Non, je dis ça parce que voilà, un petit clin d'œil au passage quoi. Et Christophe Oberlin, notre invité du LGF, de l'entretien du LGF à 17h. France Maghreb 2, France Maghreb
Jusque 16h évidemment sur France Maghreb 2, 18h. Oui, ça commence à 16h et ça finit à 18h, tout va bien. Le LGF, Nadia Lazouni qui nous a fait le plaisir de venir nous voir, Farid Belaga également. Et je profite pour les quelques minutes qui nous restent avant d'accueillir notre invité, monsieur Christophe Oberlin, le professeur Oberlin, avec qui va passer son entretien du LGF en ce lundi. Pour vous rappeler aussi, messieurs dames, que demain on fera écouter la rencontre de Tahab Wabs du Grand Forum de France Maghreb 2. Il a rencontré Aïd Tamimi hier à la fête de l'humanité. Ça nous a donné une belle petite rencontre de 6-7 minutes que vous écouterez demain. Aïd Tamimi d'ailleurs qui a lancé un appel au boycott d'Israël durant cette fête de l'humanité. Donc voilà, allez, un petit zapping pour vous là, c'est cadeau les amis. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Bar. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le jingle du zapping donc. Alors ce zapping qui commence, Nadia, Farid, auditrice, auditeur, avec l'invité ce matin de RTL au micro de Elisabeth Martichoux, l'ami préféré de Nadia Lazouni, Gérald Darmanin, à propos du prélèvement à la source et surtout du numéro surtaxé que l'État a mis en place. Une annonce du ministre ce matin sur RTL. Vous savez que pour avoir réglé un problème ou poser une question par rapport à l'administration, par rapport à l'État, eh bien, on a affaire à des numéros surtaxés. Vous avez remarqué. Le ministre a fait une annonce. Écoutez. Vous faites une réforme compliquée, monsieur le ministre, qui pose des tas de questions. Vous mettez un standard en place au fisc et vous trouvez le moyen de faire payer la communication. Pardon, c'est pas un peu gonflé? Non, c'est pas gonflé. D'abord parce qu'il y a des appels d'offres qui font qu'on peut pas, si j'ose dire, casser les choses ainsi. Le Parlement a souhaité dans la loi droit à l'erreur que tous les standards téléphoniques de l'État d'ici la fin du quinquennat soient gratuits. J'ai pris en compte la demande d'usagers qui sans doute au mois de janvier seront bien plus nombreux à appeler et à partir du 1er janvier, Madame Martichoux, ce standard sera gratuit. Vous voilà rassurés, donc les numéros gratuits pour toutes celles et tous ceux qui ont des questions à poser, notamment sur le prélèvement à la source qui entrera en vigueur donc dès le 1er janvier. Darmanin, qui je le rappelle Nadia, a bénéficié d'un non-lieu il y a 2 semaines. Eh oui, c'est trop bien d'être ministre. Oui, et d'ailleurs, puisqu'on parle de non-lieu et de justice, sachez que a priori demain devrait avoir lieu quelques avancées, notables ou pas d'ailleurs, dans l'affaire Tariq Ramadan. Ah bon? Oui, j'ai vu qu'il y avait une instruction ouverte en Suisse, absolument, une première en Suisse, bien sûr, oui, une première instruction ouverte. Donc, mais ça devrait bouger, nous dit-on, demain. Vas-y, balance là. Non, je peux pas balancer. D'abord, d'une, et de deux, vous savez que la justice est l'exception que réserve cette affaire. On ne peut plus s'avancer ni même se prononcer d'ailleurs. Oui. Alors même d'ailleurs dans la communauté, faut plus parler de il a complètement ce dossier disparu, au risque de perdre des amis et même de la famille parfois. C'est vrai? Ah ouais. Ça crée des tensions à ce point-là. Ah oui. Bon, anyway. Bon, c'est la polémique du jour, cette gifle donc du chauffeur de bus de la RATP. Elisabeth Borne, qui était qui est toujours la ministre du Transport, était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin et je la trouve, elle condamne pas trop finalement. Écoutez. Est-ce qu'il est normal de gifler un jeune? Non. Ensuite, les sanctions, il y a des commissions qui vont se réunir, c'est pas moi qui vais vous le dire sur ce plateau. Mais... Donc non, c'est pas normal de gifler un jeune. Je dis en même temps que c'est vrai quand on conduit des bus... Donc il doit être sanctionné. Il y a des commissions dont c'est le travail qui... Puisque c'est pas normal. Il y a des commissions dont c'est le travail qui le diront, mais voilà, moi je dis simplement que... Vous comprenez qu'il est plus giflé? Qu'on aille jusque-là, non, ça n'est pas normal. Qu'il y ait beaucoup de stress et qu'il soit important du coup que ces chauffeurs de bus ne soient pas seuls, c'est effectivement... la gestion du stress. Voilà, donc la ministre qui comprend un peu finalement. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas autant, les gens ne s'émeuvent pas autant lorsqu'il y a des, comment on appelle ça, quand les flics, je vais pas dire un dérapage, merci, quand on parle de bavures policières, les violences policières, un mec tire une balle dans le cou, on en parle vite fait, et on se pose à peine la question de savoir si c'est comment on appelle ça, un acte conscient et voulu. Et puis, on passe vite à autre chose. Là, ça fait quand même une semaine, non, cette histoire, un peu moins d'une semaine. C'est jeudi dernier. Jeudi, mais qu'est-ce qu'on s'en... Pardon, mais on s'en fiche, quoi, à un moment donné. Non, on se faisait frapper par nos profs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça faisait mal, le coup de règle sur la main. Tout le monde, quoi. Au réfectoire, ils nous prenaient, ils nous giflaient, et ils nous mettaient à la fessée, quoi. Ah ouais, t'as reçu des gifles comme ça, toi? Non, pas moi. Pas toi? Non, pas moi. Oui, en te voyant, c'est sûr qu'on a du mal à l'imaginer. Ah, La rebelle!
Non, l'autorité, non. Oui. On a toujours respecté l'autorité des professeurs. On n'a pas le choix. C'est important. Tiens, un dernier petit truc dans le zapping avant d'accueillir notre invité dans un instant, Christophe Oberlin, qui passe son entretien ce lundi. Il était l'invité, d'ailleurs, il revient dans tous les médias en ce moment. Éric Zemmour. Accrochage assez musclé entre Éric Zemmour et Natacha Polony, c'était chez Ardisson dans Salut les Tariens. Non, vous êtes l'idiot utile des multiculturalistes. Mais oui, cette phrase-là est une phrase, en effet, qui permet de façon totalement stalinienne je peux répondre, la nuance, Éric. Et pourquoi? Non, mais votre nuance est une fausse nuance. Mais bien sûr, c'est une soumission, votre nuance. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi en 2 mots. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit dans l'espace privé de faire ce qu'on veut? C'est pas moi. Évidemment que dans l'espace privé on fait ce qu'on veut. C'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, il y a une occupation de l'espace public. Mais on peut par se battre, une religion et par une autre. Laissez-moi répondre. Écoutez. Enfin, c'est insupportable. Vous ne laissez jamais finir. Alors j'aimerais bien pouvoir répondre. Écoutez, calmez-vous. Je m'énerve parce que vous êtes énervante. J'aimerais bien qu'on puisse répondre. Parce que vous n'êtes pas l'institut et je ne suis pas l'élève, Natacha. Ok. Il faut se calmer. Non, je me calme pas. Parce que votre ton d'institutrice, j'en ai jusque là. Ok. En gros, alors vous ne me coupez pas la parole. Quand on parle sur le même ton que vous, ça vous êtes insupportable. C'est facile. Alors écoutez-moi, je réponds. En plus, vous dites n'importe quoi. Mais oui, parce que l'espace public aujourd'hui est occupé par une religion et par une civilisation étrangère qui impose à tous un mode de vie. Donc quand vous dites l'espace public on est français, l'espace privé on fait ce qu'on veut, c'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Voilà, c'était dans Salut les Tariens, ma chère Nadia, mon cher Farid, Éric Zemmour qui s'en est pris très violemment aussi à quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, Absatou, qui d'ailleurs a annoncé sur Twitter qu'elle décidait peut-être porter plainte contre Éric Zemmour et surtout quitter l'émission, s'inquiétant un petit peu du silence de Thierry Ardisson depuis jeudi, puisque cette émission est enregistrée jeudi. En fait, il reprochait Éric Zemmour qu'elle porte pas un bon prénom, et quand elle lui dit ouais mais c'est ma mère qui m'a donné ce prénom, bah votre mère elle a eu tort. Alors il dû m'appeler comment? Bah Corinne. Bon, voilà, c'est du Éric Zemmour quoi. Ouais, bah voilà, est-ce qu'on doit être choqué? Non, absolument pas. D'accord. Mais ce qui me choque, c'est qu'on donne encore la parole à ce monsieur. Bah voilà, il est là. C'est la bonne question, je pense. Ouais. À un moment donné, quand on est face à des gens qui transpirent la haine, je comprends pas comment on fait pour les inviter encore sur les plateaux. Parce qu'ils font de l'audience peut-être? Oui, mais alors? Parce qu'ils créent de la polémique, donc ça fait de l'audience. Non, je pense qu'il y a encore des gens qui sont en capacité de faire de l'audience sans diffuser et faire transpirer la haine. Moi, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, un présentateur que j'aime beaucoup, qui est revenu d'ailleurs dimanche à la télé, après 1 an ou 2 ans, je crois, de recul. C'est Michel Drucker, c'est un homme qui est capable de faire de l'audience et ce n'est pas quelqu'un qui diffuse de la haine. Voilà, laissons des gens travailler, faire de belles émissions, faire de belles choses, des choses légères comme des choses profondes, mais arrêtons de diffuser la haine. Cet homme diffuse la haine de l'autre. Bon, et bien voilà pour ce zapping, ma chère Nadia, on te retrouve jeudi, hein? J'espère, oui. Oui, mon cher Farid, je te pose pas la question. Très bientôt, Christophe. Oui. Back in the game. Ah, ça me fait plaisir. Merci Farid, merci Nadia. C'est l'heure de l'entretien du LGF en ce lundi 17 septembre. Notre invité est monsieur Christophe Oberlin. L'invité de l'entretien du LGF pour ce lundi est le professeur Christophe Oberlin. Bonsoir Christophe Oberlin. Bonsoir Christophe Fro. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On va parler évidemment avec vous de la situation à Gaza. Mais avant de parler de cette situation que vous connaissez bien, on va essayer de tenter de vous présenter un petit peu aux auditeurs pour qu'il en reste certainement qui ne vous connaissent pas. Alors vous êtes un grand chirurgien. Quelle est votre particularité? Je crois que vous avez une particularité comme très peu de chirurgiens dans le monde. Vous avez une spécificité. Alors oui, bon, je sais pas si je suis un grand chirurgien, enfin je suis très spécialisé en tout cas, effectivement. À l'origine, je suis chirurgien orthopédiste, je fais la chirurgie du membre supérieur, mais je me suis spécialisé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années dans la chirurgie des paralysies. J'ai vu 32 ans d'expérience, moi. Oui, on enrichit son expérience tous les jours. Donc les paralysies, c'est des lésions traumatiques, des accidents de moto, des paralysies du plexus brachial, du bras, les paralysies des membres, et puis toutes les paralysies aussi liées à des accidents de guerre, et notamment les fameuses plaies par balles, dont on parle beaucoup
beaucoup en ce moment. Et ça fait 15 ans que, en dehors de mon activité dans l'Hexagone, je vais travailler à Gaza et opérer finalement toutes ces séquelles traumatiques de toutes ces attaques et qui n'en finissent pas, quoi. Comment on a cette vocation, professeur, de justement de se diriger vers cette particularité médicale de la médecine? J'ai toujours voulu faire de la chirurgie, et puis j'étais assez fasciné par toutes ces interventions un peu complexes et astucieuses qui nécessitent une bonne connaissance de l'anatomie pour transférer un muscle, changer un nerf de place, aller chercher une artère dans un coin. C'est très très anatomique. Et je suis un passionné d'anatomie. J'ai enseigné l'anatomie comme prof à l'université pendant plusieurs décennies. Donc c'est une chirurgie très anatomique et en même temps c'est une chirurgie fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils ont quelque chose qui marche pas et on leur donne quelque chose qui marche avec des tas de moyens très diversifiés. Donc c'est une chirurgie assez gratifiante aussi bien pour les patients que pour le chirurgien. Alors vous êtes connu pour vos prise de position politique sur le conflit israélo-palestinien. Et justement, transition toute faite, vous nous disiez que vous étiez professeur à l'université, et c'est dans ce cadre que vous avez eu quelques soucis, notamment en 2012, suite à un sujet que vous aviez proposé à vos élèves. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, resituer un petit peu le contexte? C'est une histoire véritablement rocambolesque et où les acteurs qui se sont opposés à moi, très sincèrement, se sont ridiculisés de bout en bout, puisque ça commence effectivement en 2012. Il y avait le Conseil de l'ordre porte plainte contre moi. Alors déjà, le Conseil de l'ordre, c'est pas un médecin. Ouais. Eh bien si, c'est un médecin qui m'a dénoncé, et normalement, lorsqu'un médecin dénonce ou se plaint d'un collègue, il doit y avoir une réunion de conciliation. Mais comme il n'avait pas le courage, c'est le professeur Hayat de l'association des médecins juifs de France, l'amicale Amel des médecins juifs de France, qui s'est plaint de moi, mais comme il n'avait pas le courage de venir à une réunion de concertation, c'est la présidente de la commission disciplinaire, Irène Khan Ben Saoud, qui a pris sur elle, au nom du Conseil de l'ordre, c'est-à-dire des 200 000 médecins français, de porter plainte contre moi. Donc on voit déjà que le lobby pro-israélien a joué à deux niveaux. Le premier au niveau de l'amicale des médecins israélites de France, et le deuxième niveau qui est celui du Conseil de l'ordre. Alors, ce qui est complètement ahurissant, c'est que j'ai été condamné à un blâme en première instance, alors que le Conseil de l'ordre avait demandé dans un premier temps au défenseur des droits son avis, que dit le professeur Berlin, a le droit de dire ce qu'il veut, c'est du domaine privé. C'était quoi le sujet proposé ? Alors, il y avait deux choses. Il y avait, d'une part, j'avais fait un jour où Dieudonné avait été interdit par un préfet de faire un spectacle. J'en avais profité pour faire une vidéo explicative pour dire, vous voyez, les Palestiniens, on les accuse d'antisémitisme et c'est vraiment pas loyal parce que c'est au nom du judaïsme qu'ils sont attaqués, c'est parce qu'ils sont pas juifs qu'ils sont expulsés, tués, déportés, etc. Alors les accuser d'antisémitisme quand ils ont un mot de travers, c'est vraiment pas bien. Et j'avais ajouté, et d'ailleurs c'est le message de Dieudonné, Dieudonné n'est absolument pas antisémite, je pense même au contraire que c'est l'un des meilleurs outils antiracistes en France. Je le crois très très sincèrement. Vous savez, moi, pour avoir en gros 5 petits-enfants qui sont tous métis, je suis très très sensible au problème du racisme. Et il n'y a pas que l'antisémitisme, et Dieudonné véritablement fait un très gros travail de ce point de vue-là. Oui, alors... Qu'est-ce qui s'est passé en définitive? Parce que vous avez fait appel, évidemment. Alors, il y avait ça, et puis le deuxième volet, j'avais posé une question de droit humanitaire dans un certificat de médecine humanitaire dont j'étais responsable à la faculté Bichat. Oui. Et j'avais pris un cas pratique. Il y avait toute une série de questions, hein, c'était pas la question. Et j'avais pris un cas pratique à Gaza. Vous êtes médecin, vous recevez 22 membres d'une même famille. Et j'avais pris un cas répertorié qui est dans le rapport Goldstone, et comme on fait des cas pratiques en droit ou en médecine. Et c'est sur ces deux faits, si vous voulez, que le Conseil de l'ordre m'avait attaqué. Alors le Conseil de l'ordre en appel a été débouté des accusations de propos antisémites, parce que j'ai jamais tenu un propos antisémite, malgré plusieurs centaines de conférences, une demi-douzaine de bouquins publiés. Jamais le CRIF n'a pu trouver le moindre trace d'antisémitisme dans ce que j'écris ou dit.
Donc le Conseil de l'ordre s'est débouté lui-même en appel de la qualification de propos antisémites, mais il a maintenu un blâme pour la question d'examen. Et donc nous sommes allés au Conseil d'État, comme c'est la règle, et le Conseil d'État a cassé le jugement du Conseil de l'ordre. Et là où véritablement on se mord les queues, c'est que quand le Conseil d'État casse un jugement, eh bien il demande que ça soit rejugé. Donc je vais me retrouver pas plus tard que la semaine prochaine à nouveau devant le Conseil de l'ordre pour qu'ils me jugent à nouveau alors qu'ils m'ont condamné et que leur condamnation a été cassée par le Conseil d'État. Véritablement, donc c'est encore pas fini. C'est courte ligne, oui. Ouais. C'est courte ligne. Ça dure, quoi. Oui, ça dure. Et comment on perçoit justement ce qui vous est arrivé, professeur, quand ça vient en plus de la part de collègues? La liberté d'expression également réduite dans le corps médical? Ah oui, ça très certainement. Vous savez, pas un mot plus haut que l'autre. Dans cette affaire, on a vu la lâcheté du président de l'université, Vincent Berger, qui a fait des déclarations à la presse avant même de me prévenir de quoi que ce soit. Ouais. Benoît Schlemmer, le doyen de la faculté de médecine, enfin, il a affiché une note dans la faculté que les étudiants sont empressés de me rapporter. Enfin, c'est l'accumulation de ces lâchetés qui fait que le lobby pro-israélien reste puissant. Je crois qu'il est de moins en moins, mais il reste très actif et il s'appuie sur cette accumulation de lâcheté. C'est quoi, en fait, dans le fond, ce qu'on vous reproche? C'est pas vraiment le sujet que vous avez proposé, c'est parce que vous allez régulièrement, on va en parler tout à l'heure, à Gaza, opérer et former des chirurgiens. C'est ça qu'on vous reproche au fond? Oui, c'est ça oui, et puis aussi de témoigner, parce que on a beau être médecin, on n'en est pas moins homme. Je ne suis pas qu'un bistouri. J'ai soigné des enfants qui étaient très proches, qui ont subi des bombardements dans des écoles. J'ai un de mes élèves, Semir El-Jazi, qui a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il était en train de coucher sa fille chez lui. Vous voyez, tout ça, après 17 ans de fréquentation régulière, on a beaucoup d'amis. Ces amis deviennent de plus en plus proches avec le temps. Donc quand on tue un enfant à Gaza, c'est comme si on tuait un de mes enfants ou un de mes petits-enfants. Alors vous avez opéré, mais également formé des collègues dans une quinzaine de pays. Et c'est en 2001, et ça, je crois que c'est un moment important après les attentats du 11 septembre que vous faites une rencontre qui a quelque peu changé votre vie de chirurgien avec cet homme, ce professeur Marcel Francis Kahn. Parlez-nous de ce monsieur. Alors, Francis Kahn, c'est quelqu'un qui est un rhumatologue, hein. Un rhumatologue très très reconnu internationalement et je dirais que c'était un peu mon papa parce qu'il a une génération de plus que moi. Il est maintenant très âgé, bien qu'il soit en forme. Et il était professeur de rhumatologie très reconnu dans le même hôpital que moi. Un étage de différence, et moi j'ai commencé comme un petit interne, donc je le voyais comme un très grand monsieur inaccessible, puis j'ai grandi, et puis finalement on s'est rapproché, et on s'est rapproché au point qu'un jour il partait pour faire une mission d'universitaire de l'assistance publique en Palestine. Il m'a dit: est-ce que tu veux venir? Et j'étais très heureux de le faire. C'est lui qui vous a demandé de le suivre. Tout à fait. Ah oui, bien entendu, c'est exactement ça. Alors, il a un petit peu regretté après, parce que très amicalement, tout en restant de bons copains, on n'a pas exactement la même vision de la sociologie du Proche-Orient ou de l'Algérie. Lui, il le dit, c'est un communiste pur et dur, laïque, et qui au fond assez anti-religieux, en tout cas contre l'islam politique. Moi, je dois dire que je me contente d'observer ce que je vois, de rencontrer, d'écouter, de chercher justement à comprendre des gens qui ne pensent pas ou qui n'ont pas le même vécu que moi, d'essayer de comprendre pourquoi. Alors évidemment, quand j'explique que l'un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur ami à Gaza, sa femme porte le voile intégral, je la connais depuis 17 ans, on s'adore, j'ai jamais vu son visage. Évidemment, ça surprend dans la bouche d'un occidental. Mais en même temps, je ne cherche pas à justifier, à approuver. J'essaye simplement d'observer et d'expliquer que c'est pas l'essentiel. Il y a aussi autre chose derrière. Alors, grâce à cette rencontre, j'ai envie de dire, et à cette proposition, vous vous rendez maintenant régulièrement à Gaza, depuis cette période-là, au moins 3 fois par an, à Gaza pour opérer handicapés, mais également des blessés de guerre. Forcément, il y en a beaucoup.
Mais aussi, vous contentez pas d'y aller et d'opérer. Vous avez aussi, et vous continuez d'ailleurs de former des chirurgiens palestiniens à la microchirurgie, mais également à la chirurgie réparatrice. Qu'est-ce que la chirurgie réparatrice? Oh bah c'est un mauvais terme parce que finalement. Pardon, le mauvais terme. Mais c'est un terme utilisé, hein, c'est pas votre faute. C'est un mauvais terme parce que finalement tous les chirurgiens essayent de réparer, mais disons qu'à côté de la traumatologie qui concerne le thorax, l'abdomen, les membres, il y a une chirurgie de réparation secondaire, si vous voulez. Moi, je m'occupe des membres, hein, je fais pas de chirurgie maxillofaciale ou de réparatrice du thorax ou de l'abdomen. Et donc, si vous voulez, ça consiste en gros à traiter toutes les séquelles un peu compliquées. Vous voyez, la fracture simple, elle est traitée, elle guérit, tout va bien. La fracture avec des lésions vasculaires, des lésions nerveuses, avec une grosse perte de substance cutanée, on n'arrive pas à fermer, l'os est à l'air, vous voyez. Tout ça, ça donne des séquelles très compliquées à traiter, souvent avec un programme avec plusieurs temps chirurgicaux, d'où la nécessité de retourner régulièrement au même endroit, de pouvoir suivre des patients. Quand vous allez 3 fois par an quelque part, et je l'ai fait en Algérie, par exemple, j'y allais pratiquement 6 fois par an en Algérie, je l'ai fait pendant plusieurs dizaines d'années. Ça permet aux collègues de mettre des patients de côté, de les opérer ensemble, de progresser ensemble dans l'intérêt des patients. Quel type de blessure vous rencontrez le plus souvent? Enfin, quel type de blessure finalement auquel on a affaire régulièrement à Gaza? On sait que Gaza est une partie, une enclave, une prison à ciel ouvert. Hein. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy à son époque. Mais quel type de blessure, au vu des bombardements massifs réguliers qui ont lieu dans cette bande de Gaza, eh bien les blessures auxquelles ont affaire ces chirurgiens dont vous? Alors écoutez, il y a plusieurs types en fonction des armes utilisées. Quand il s'agit de bombardement, eh bien vous concevez très bien que quand une maison vous tombe dessus, vous pouvez avoir un doigt de pied écrasé, une main qui disparaît, un coude, il n'y en a plus. J'ai opéré d'ailleurs cette semaine un blessé syrien qui avait plus de coude. Fort heureusement, tous les nerfs et les vaisseaux fonctionnaient. Plus de côte. Plus de coude. De coude. Le plus d'os, vous voyez, plus rien. Donc ça peut créer toutes sortes de traumatismes et c'est souvent assez compliqué à faire. Et puis le deuxième volet, c'est évidemment les plaies par balle avec ces marches du retour où ce n'est pas nouveau. Hein. La première fois que je suis allé à Gaza en décembre 2001, le docteur Fayez Alinaoui de Gaza m'a remis une liste de patients victimes de plaies par balle qui avaient des sections de nerf sciatique, du plexus brachial, de tous les nerfs que vous imaginez, et aucune réparation nerveuse à ce jour n'avait été faite là-bas. Donc c'est pas nouveau. Mais avec les marches du retour, là, vous le savez, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont été l'objet de tirs ciblés, avec 2 types de balles. Les balles, je dirais, classiques, autorisées en pratique de guerre, mais là, ce n'est pas autorisé puisqu'il s'agit de tirs sur des civils qui manifestent pacifiquement sur leur territoire. Oui, on parle pas de guerre dans ces cas-là. Mais en tout cas, l'autre type qui sont les balles explosives est totalement interdit en pratique militaire. On rappelle d'ailleurs, parce que la balle explosive qui entre dans le corps et qui explose à l'intérieur du corps. Alors, c'est l'explosion, disons qu'il n'y a pas de charge explosive dans ces balles, mais c'est le même principe destructeur, c'est-à-dire que ce sont des balles, des soft nose bullets, c'est-à-dire dont le nez n'est pas recouvert par une jaquette métallique, et lors de l'impact, la jaquette métallique explose dans toutes les directions et crée des dégâts catastrophiques. J'avais fait une petite présentation quand j'étais à Gaza la dernière fois. J'avais pas dit ça crée des plaies, on peut passer le poing à travers, et c'était repris assez largement. Vous imaginez une jambe avec à travers laquelle vous pouvez passer votre poing et votre avant-bras. Donc ça donne des dégâts très larges autour de l'os, les vaisseaux, les nerfs, les muscles, et ça crée des lésions finalement qui sont des quasi-amputations, c'est-à-dire qu'il faudrait être en état de faire des replantations de membres, vous voyez, avec toute l'infrastructure à la fois technique, microchirurgicale, réanimation, transfusion. Donc il n'y a pas un chirurgien à Gaza qui peut faire une replantation de membres, et encore moins en urgence. Monsieur Oberlin, professeur Oberlin, en vue de ce que vous nous expliquez et les conditions dans lesquelles travaillent les chirurgiens, vous êtes d'ailleurs très bien placé pour nous le dire. On a régulièrement dans l'actualité, et pour être en contact régulièrement avec notre ami Ziad Medouk, qui nous dit qu'il y a quasiment pas
d'électricité au quotidien à Gaza, que l'eau n'est pas potable. Comment vous faites pour travailler dans de telles conditions, pour opérer, j'allais dire, des opérations très très minutieuses, très longues aussi parfois, qui demandent beaucoup d'attention, comment vous faites pour travailler dans des conditions pareilles? Les conditions, vous savez, ne sont pas si mauvaises que ça. Je parle en dehors de l'urgence et des afflux massifs de blessés, où là c'est un autre volet. Mais dans le premier volet, finalement, l'administration de Gaza fonctionne un peu comme un cerveau. Vous savez que si par exemple vous avez un grave accident, vous avez plus de tension, eh bien tout le sang va être concentré dans le cerveau et on va essayer de privilégier l'essentiel qui est le cerveau. Vous voyez, c'est exactement on peut utiliser cette image pour les hôpitaux de Gaza. Les hôpitaux de Gaza, c'est la prunelle des yeux, si j'ose dire, de l'administration. Et donc il y a des moyens qui sont mis. Il y a des groupes électrogènes de secours qui sont capables de fonctionner 24 heures sur 24. Et je dois dire qu'en 17 ans de chirurgie là-bas, je n'ai jamais vu une panne d'électricité au bloc opératoire qui dure plus de 30 secondes. C'est-à-dire véritablement... ça n'a pas d'impact, une coupure de 30 secondes sur un appareil spécifique? Non, pas d'impact, pratiquement pas. Non, on peut pas le dire. Donc il y a une certaine habitude à ces coupures très brèves. Quant au matériel, il est là. Et je dois dire que même la dernière fois, j'y suis allé au mois de juillet, j'ai pu travailler dans des conditions correctes. Alors là où les conditions se détériorent de façon dramatique, c'est dans ces afflux massifs de blessés. Il y en a eu et il y en a tous les vendredis pratiquement. Pour vous donner une idée, dans le seul hôpital Shifa où j'étais là au mois de juillet, un jour il y a eu 400 blessés hospitalisés. 400. Il n'y a aucun hôpital de l'assistance publique qui soit capable d'hospitaliser 400 patients en une seule journée. On a vu ce que ça a donné pour les attentats du 13 novembre en 2015. On s'en souvient à Paris. Ça a été d'ailleurs les blessés envoyés dans plusieurs hôpitaux. Mais ça a été pas mal géré, mais c'est tous les hôpitaux qui s'y sont mis, tous en même temps. Vous voyez. Non, mais c'est pour donner justement un petit point de repère et un parallèle. Pour dire que, imaginez-vous, 400 blessés d'un coup qui arrivent dans un seul et même unique hôpital. C'est très compliqué à gérer. Professeur, je vous demandais peut-être un exercice un petit peu particulier. Est-ce que vous avez, en 17 ans de présence à Gaza, une anecdote peut-être à nous raconter, quelque chose qui s'est passé, qui vous est arrivé, qui vous a marqué, et qui jusqu'alors, en tout cas, c'est quelque chose qui reste gravé en vous, un événement, un moment précis, ou quelqu'un que vous avez opéré, je sais pas, enfin... Dites-nous ce qui vous a le plus marqué en ces 17 ans de présence à Gaza. Alors, vous savez, je témoigne, et notamment j'écris des bouquins, j'en ai écrit 6 ou 7 à chaque fois en prenant des sujets différents. Dans chaque livre, je raconte des anecdotes qui m'ont frappé. Écoutez, j'ai été frappé effectivement par des blessés qui étaient particulièrement courageux. J'ai été frappé par des équipes chirurgicales qui fonctionnaient remarquablement bien. Mais j'essaye pas trop de parler de mes sentiments, parce que finalement. Un chirurgien n'a pas de sentiments, professeur? Si, mais oui, vous avez raison. Oui. Vous êtes, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, vous êtes un homme avant tout. Oui, c'est vrai. Écoutez, oui, c'est sûr que les soins qu'on peut apporter aux enfants, mais vous voyez là aussi, il y a une différence entre assister à des événements dramatiques à l'extérieur et puis recevoir un blessé en salle d'opération. C'est triste à dire, mais c'est quand même utile. Quand un blessé arrive en salle d'opération, c'est un blessé, on a l'habitude, et moins on a de sentiments à ce moment-là, mieux ça vaut pour le patient. Vous voyez, faut pas perdre ses Alors je vais peut-être vous poser la question différemment. Est-ce qu'il y a l'entretien du LGF, notre invité aujourd'hui, le professeur Christophe Oberlin, qui est avec nous, et dans la première partie, nous avons évoqué avec lui évidemment son parcours, son brillant parcours, un grand chirurgien qui est avec nous aujourd'hui, plus de 32 ans au service de la médecine et d'une chirurgie très particulière dont il nous a donné un petit peu la définition. Et Christophe Oberlin est évidemment connu pour ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien. Il intervient régulièrement, notamment dans la bande de Gaza, où vous opérez, mais aussi formez des chirurgiens, donc à ce type de chirurgie très particulière. Christophe Oberlin. Alors,
juste avant de parler de l'UNRWA et de ces différentes annonces qui font mal et qui continuent de torpiller, j'allais dire, les espoirs des Palestiniens. D'autres pays dans lesquels vous intervenez, cher professeur, une quinzaine en moyenne aujourd'hui, ou est-ce que vraiment vous êtes concentré sur Gaza? Disons que j'ai eu une longue carrière et qui n'est pas finie. Et j'ai essayé de retourner régulièrement au même endroit de façon à ne pas laisser de vide. Vous voyez, il faut pas papillonner. Dans un premier temps, pendant une quinzaine d'années, j'ai fait de la chirurgie de la lèpre, une chirurgie assez simple, dans quelques pays, et je retournais régulièrement, ce qui me permettait de revoir les malades, ce qui permettait aux patients aux chirurgiens de mettre des patients de côté. Donc ça a duré une quinzaine d'années. Après, j'ai eu une grande période algérienne qui a duré depuis la fin des années 80, qui s'est interrompue pendant les années sanglantes, et puis qui a repris ensuite et sur une dizaine d'années. Et puis j'ai mené de front les équipes en Algérie et en Palestine. Et puis depuis maintenant 2 ou 3 ans, je reste sur la Palestine. Et vous consultez aussi ici en France. Vous opérez en France. J'opère et je consulte à Paris, oui. Oui. Alors, professeur, l'UNRWA, qu'est-ce que l'UNRWA d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'objectif de l'UNRWA? L'UNRWA, c'est une organisation des Nations Unies qui fait partie de l'aide aux réfugiés et qui est dédiée spécifiquement aux réfugiés palestiniens. Et c'est très spécifique parce qu'il faut comprendre la situation de ces réfugiés palestiniens qui est unique. Vous voyez, lorsque quelqu'un quitte un pays et a la situation de réfugié, il demande généralement l'asile politique, il veut pas retourner dans son pays pour des raisons parce qu'il est persécuté, maltraité, que sais-je, menacé. Là, c'est tout à fait différent. C'est des personnes qui ont été déportées, c'est le terme exact, et non pas expulsées. On expulse un squatteur, un occupant illégal. Là, c'était une occupation légale, c'était leur pays. Donc, ils ont été déportés et qui demandent à retourner chez eux. Donc, un organisme spécifique dans le cadre des réfugiés a été créé pour eux depuis la Nakba, depuis 1948. Oui. Alors, l'UNRWA, c'est le versement d'une certaine somme d'argent qui va, alors on va prendre un exemple, dans les hôpitaux palestiniens par exemple. On a appris, si je dis pas de bêtises, on a appris donc récemment que Donald Trump, avait décidé de supprimer ce versement. Quel type de conséquences cette décision va-t-il avoir sur les hôpitaux palestiniens, qui est votre domaine? Alors écoutez, avant de parler des hôpitaux, excusez-moi Christophe, je voudrais parler de l'éducation, parce que lorsqu'on vit à Gaza, qu'on passe du temps, le mot UNRWA, école, est présent en permanence. 80% des habitants de Gaza, initialement et encore aujourd'hui, par conséquent, le nombre global a augmenté, mais la proportion est la même, sont des réfugiés, et ils ont été pris en charge sur le plan d'éducation dès leur arrivée dans la bande de Gaza en 1948. Et lorsque vous interrogez quel que soit le bord politique, les personnes et même les responsables politiques, ils sont unis autour de l'UNRWA. Il y a un soutien unanime en disant c'est grâce à l'UNRWA, moi j'en étais 7 ou 8 dans la famille, le père était mort, la mère était analphabète, on a réussi à faire des études et aujourd'hui on est ça. Donc l'UNRWA, c'est véritablement le cœur de la bande de Gaza, c'est là où tous les partis se trouvent réunis pour soutenir l'UNRWA et donc cette tentative de Monsieur Trump à travers la baisse du financement américain, la disparition du financement américain, ne fera pas disparaître l'UNRWA, bien entendu, heureusement, mais va l'amputer très sévèrement. Là, il s'est attaqué à quelque chose qui, je dirais, de droite comme de gauche, et c'est un mauvais combat. L'UNRWA fait l'unanimité. Et l'UNRWA en matière d'école, c'est l'école primaire, c'est une partie de l'école secondaire, et c'était normalement à la rentrée de cette année 250 000 élèves qui sont donc privés d'école
c'est 11 000 membres, donc 11 000 personnes sont payées par l'UNRWA, donc c'est 11 000 salaires en moins, et 60% de ces 11 000 personnes sont des enseignants. Donc vous imaginez 250 000 enfants en France qui du jour au lendemain n'ont pas accès à l'école. Donc c'est une décision catastrophique sur le plan de l'école. De l'éducation. Sur le plan d'éducation, oui. Oui. Alors sur le plan des hôpitaux maintenant. Alors sur le plan des hôpitaux, le financement est multiple. L'UNRWA participe sous la forme de programmes assez spécifiques, donc avec un budget qui se réduit parce que le nombre de bénéficiaires augmente, mais la proportion n'augmente pas, l'argent versé n'augmente pas. Et donc il y a essentiellement les soins de santé primaires, les vaccinations, un certain nombre de dispensaires, donc toutes choses extrêmement importantes. Et il est bien entendu qu'il n'est pas question de limiter les vaccinations à Gaza. C'est un pays qui, sur le plan sanitaire, présente des critères internationaux, selon l'OMS, qui le rapprochent des pays les plus développés. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Comment peut-on analyser, tenter d'analyser en tout cas cette décision? Est-ce qu'il y a une volonté vraiment encore un peu plus d'isoler ce peuple palestinien qui est digne et courageux? Il y a plus qu'une volonté, il y a un véritable plan. C'est-à-dire que il y a, en gros, Monsieur Trump veut éliminer le problème palestinien. Et en supprimant les versements à l'UNRWA, il essaye de faire disparaître l'UNRWA. En demandant aux responsables jordaniens de donner un passeport jordanien à tous les réfugiés palestiniens de Jordanie, on supprime le problème. C'est un peu, vous savez, quand on truque les statistiques du chômage, on change la définition, et puis il y a des gens qui disparaissent des listes et on dit le chômage s'est amélioré. Vous voyez, là c'est pareil. En faisant perdre le statut de réfugié au maximum de Palestiniens, Monsieur Trump pense qu'il va vers une élimination du problème palestinien, ce qui est évidemment une folie absolue. Est-ce qu'on peut imaginer finalement que, l'aide est supprimée, les pays arabes pourraient, parce que certains d'entre eux sont très riches, pourraient évidemment compenser cette absence de cette coupe budgétaire? Bien entendu, certains pays arabes pourraient le faire. On peut faire le parallélisme avec la sortie de l'UNESCO des Américains. C'était 20%, pareil, c'était 20% du budget de l'UNESCO. C'est pas que les Américains soient plus dispendieux ou plus généreux, c'est tout simplement qu'il y a 300 millions d'Américains et que chaque pays paie au prorata du nombre de ses habitants. Et à un moment donné, le Qatar a proposé de payer la part américaine à l'UNESCO avec les conditions qu'on imagine. Donc ça ne s'est évidemment pas fait. Mais bien entendu, il y a des tas de pays qui pourraient payer. Et qui ne le font pas. Qui ne le font pas, je dois dire qu'il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il est clair qu'il y a encore des financements qui arrivent de plus en plus difficilement. Mais on peut se poser légitimement la question finalement, est-ce que le sort de ce peuple palestinien intéresse quelqu'un, au-delà de quelqu'un, oui, ça intéresse du monde, des peuples, mais est-ce que ça intéresse des pays de le résoudre, de l'aider à s'en sortir? On n'a pas l'impression, professeur Robert, on a l'impression qu'il est seul et isolé, ce peuple. Oui et non, parce que... Et peut-être isolé d'ailleurs par ses propres responsables d'ailleurs. Oui, alors ça c'est un autre sujet, mais que je viens d'aborder bien volontiers. Mais non, isolé, je ne crois pas, parce que on voit que la cause palestinienne c'est une cause universelle. On voit que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans son immense majorité, et c'est rare, elle a l'occasion de faire un vote, elle montre cette unanimité. On voit la crispation extrême, et ça date même de quelques jours, des autorités américaines et israéliennes dès qu'elles se sentent menacées par la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale, c'est l'émanation de 123 des 180 pays de cette planète. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant potentiellement. Donc je crois qu'au contraire, cette cause palestinienne sensibilise de plus en plus les citoyens. Le lobby pro-israélien s'en plaint et le constate et fait des études et ça l'inquiète, vous voyez. Alors bien entendu, c'est vrai, vous avez raison, sur le plan des faits, la situation est de plus en plus catastrophique, mais j'irais presque à dire que plus on s'approche de la catastrophe, plus on s'approche aussi du règlement. Oui, ça c'est l'espoir, il est important évidemment. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous
en tant que chirurgien, mais aussi pour vos collègues chirurgiens à Gaza, cette suppression de cette aide de l'UNRWA? Nous, concrètement, pour nous, ça va rien changer parce que ce que nous faisons, c'est on travaille au petit pied. C'est une toute petite activité. C'est quelques personnes qui vont partir. Il y a une association qui nous paye 4 ou 5 billets d'avion et puis sur place, on est logé. Ouais. On travaille avec pas grand-chose. Pour nous, ça va rien changer. La seule chose qui pourrait changer, c'est si Israël nous interdisait d'entrer à Gaza, ce qu'Israël n'a pas fait pour l'instant. Ce qui vous est jamais arrivé? Sur ma propre personne, non. Des membres de mes équipes ont été bloqués, un certain nombre, de manière, je crois, quasiment aléatoire. Il n'y a pas eu des tentatives d'intimidation vous concernant? Si, mais bon, j'y passe. Ouais. Donc vous faites comme la plupart des gens, c'est-à-dire vous passez par l'aéroport de Tel Aviv. Oui, c'est ça. Oui. Et ensuite vous empruntez la voiture forcément pour vous rendre dans la bande de Gaza. On sait qu'elle est fermée, donc c'est pas trop compliqué d'y rentrer. C'est-à-dire que la procédure depuis le coup d'État en Égypte 2013, on ne peut plus passer par l'Égypte, donc on passe par Israël. Et la procédure maintenant est l'armée donne un permis pour 6 mois. Donc si on sait en partant de Paris qu'on a son permis, on passe sans difficulté. La question qu'on peut se poser très légitimement aujourd'hui en écoutant et puis en regardant, en étant concerné par ce qui se passe à Gaza mais aussi dans l'ensemble de la Palestine, comment font-ils? Est-ce que vous avez peut-être une réponse à nous donner sur justement ce peuple qui résiste de la plus belle des manières, qui a un courage extraordinaire, qui vit dans des conditions terribles, rappelons-le, notamment à Gaza. Comment ils font pour tenir? Écoutez, il faudrait que ça, vous voyez, c'est le travail de représentants, de journalistes représentants permanents qui manque beaucoup. Des occidentaux basés en permanence à Gaza, il y en a quasiment pas dans le milieu journalistique, et c'est vraiment dommage parce que ça devrait faire l'objet d'études approfondies sociologiques. Alors on a quand même, mais ce ne sont que des chiffres, c'est assez froid, vous voyez, quand on vous l'ONU, enfin le donne les statistiques de chômage, de tout ça, ce sont des chiffres, vous voyez, on n'en voit pas bien les conséquences pratiques. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas aux émeutes de la faim, parce qu'il n'y a pas d'émeutes à Gaza. Et ça, justement, c'est quelque chose d'assez remarquable. Les gens savent bien que ce n'est pas en allant dans la rue qu'ils vont obtenir quoi que ce soit. Ce n'est pas contre leur propre administration qu'ils en ont. Donc, il y a les gestes de désespoir que vous voyez, et les marches du retour correspondent à un geste de désespoir. Il y a, me dit-on, des statistiques de suicides qui montrent une augmentation très sensible du nombre de suicides. Mais ce qui frappe en tout cas, c'est que la bande de Gaza, c'est toujours un endroit où une femme seule peut se promener à 11h du soir sans courir le moindre risque dans la rue en toute sécurité. Ouais. Vous Est-ce qu'ils n'ont pas envie de partir parfois, de quitter cette misère? Bien sûr, ils ont envie de partir. Ils ont des rêves. À contre-cœur. Vous voyez, j'ai rencontré une fois des jeunes qui ont 20 ans, qui avaient monté un studio, vous voyez, un peu comme le vôtre, qui était plein d'espoir pour l'avenir, qui avait un vrai projet. Bon, le studio a été ciblé, bombardé, complètement détruit. Il y en a un qui a essayé de partir, il a réussi à passer en Égypte. Deux, ils sont montés sur un bateau, ils sont morts en mer, vous voyez. Donc il y a un vrai désespoir là-bas. Mais en même temps, ils n'ont pas envie de quitter Gaza par rejet de Gaza, ils ont simplement envie de faire leur vie tout court. Oui, alors rappelons quand même que Gaza est fermé par ciel, terre et mer, que même pour les pêcheurs qui s'éloigneraient un peu trop, ils se font directement canarder, quoi. Oui, là, vous voyez, ça me rappelle une anecdote qui est un petit peu triste. Et la première fois que je suis allé à Gaza en décembre 2001, nous étions 4, il y avait un journaliste, je crois qu'il était danois, qui était là. Donc je leur dis, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis venu faire un sujet sur les pêcheurs. C'est-à-dire qu'en 2001, déjà, on tirait sur les pêcheurs, on les empêchait de faire leur travail, on les affamait, vous voyez. Eh bien, on a été incapable par le droit de faire rentrer les choses dans l'ordre. C'est un droit absolu de pêcher dans ces eaux territoriales. Et c'est pour ça que le droit, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer de plus en plus. Et le
l'un des principaux reproches qu'on peut faire à l'autorité palestinienne, et il y en a beaucoup, eh bien, c'est d'avoir laissé le droit de côté et d'avoir essayé de faire des petites, des accords, des espèces de pseudo-négociations. Vous voyez, quand vous voyez qu'il y a un responsable des négociations, qui depuis plusieurs dizaines d'années est le responsable des négociations du côté palestinien face aux Israéliens, et qu'il est toujours là, alors qu'il n'a obtenu strictement aucun résultat. Vous voyez, moi, ce qui me frappe quand je vais à Gaza, eh bien, il y a des gens que j'ai connus il y a 15 ans, ils étaient un médecin dans un coin, et puis j'ai connu chef de service, et puis il est devenu directeur des hôpitaux, puis il est devenu directeur de la santé, et puis il a atteint l'âge de 60 ans, et hop, on a remplacé par un autre. Il y a une mobilité, des responsables là-bas, qui est extrêmement saine. Vous voyez, il n'y a pas de gérontocratie. Ce sont des gens qui tournent. Il y a des élections. Il y a véritablement l'État palestinien actuellement démocratique, c'est Gaza. L'État du Proche-Orient le plus démocratique, c'est Gaza. Alors, professeur, la transition est toute trouvée. Vous me parlez d'élections. Vous y êtes depuis 2001. En 2006, le Hamas a été élu pour gérer cette partie de la Palestine, Gaza, la bande de Gaza. Est-ce que vous avez constaté un changement quand le Hamas est arrivé? Bah, écoutez, j'ai constaté un changement après les élections, entre les élections qui ont eu lieu en février 2006. Élu démocratiquement, rappelons-le. Élu avec une majorité absolue au Parlement, et tous les observateurs européens, et notamment Michel Rocard à l'époque, qui en faisait partie, ont reconnu que ça s'était passé normalement. Il y a eu un changement juste après les élections, parce que l'autorité palestinienne, le Fatah, n'a pas accepté le résultat des élections. Ouais. Et je pourrais vous me parler d'anecdotes, mais il y en a que je ne raconte pas. Mais entre 2006, les élections, et juin 2007, il y avait une véritable insécurité, puisqu'il y avait deux armées qui s'affrontaient dans Gaza, dans les rues, et ça je l'ai vu. Il y avait des blindés qui avaient été introduits par l'autorité palestinienne, et donc là on a vu une insécurité, y compris pour nous, des menaces d'enlèvement, des choses comme ça. On était protégés très très sérieusement par l'autorité qui avait gagné les élections. Et puis, lorsque le Hamas a pris le pouvoir en juin 2007, la sécurité est revenue. Et jusqu'aujourd'hui, il y a une sécurité qui est très très forte. Je vous dis, n'importe qui peut se promener au milieu de la nuit, une femme seule dans Gaza, il ne lui arrivera rien. On se sent en sécurité, vous voyez. Il y a évidemment des drames, mais il y a beaucoup de drames qui sont liés à des problèmes familiaux, à des problèmes, le père qui est au chômage depuis 10 ans, la violence conjugale, l'endettement, mais c'est véritablement la sécurité tient. Et d'ailleurs, j'observe que, à la suite des négociations qui ont abouti à un accord, qui n'a pas été tenu d'ailleurs par l'autorité palestinienne, puisque cet accord comportait la tenue d'élections, qu'on attend toujours. Oui. Eh bien, ils avaient décidé de prendre les ministères ont été rendus à l'autorité palestinienne, mais l'autorité palestinienne a laissé le ministère de l'Intérieur aux Palestiniens de Gaza, car ils avaient fait leur preuve qu'ils étaient capables de tenir la sécurité dans la bande de Gaza. Vous disiez tout à l'heure que pour vous, Gaza, c'était l'endroit du Moyen-Orient où la démocratie s'opérait de la meilleure manière. Pourtant, il y a l'État occupant, Israël, qui se dit être la plus grande démocratie de cette région. Oui, mais ça fait partie de la propagande. Vous savez, une démocratie, d'abord la démocratie, la définition est complexe. C'est tout un faisceau d'arguments. Lorsque vous inscrivez dans votre loi l'inégalité des citoyens en fonction de leur origine ethnique supposée, la démocratie en prend un coup, évidemment. Ouais. On peut parler d'État apartheid ? Complètement. Il y a même un colloque qui va se tenir au Sénat le 13 octobre sur ce thème. J'y participerai en parlant de l'apartheid vu de la bande de Gaza, et je me suis aperçu en grattant un petit peu et puis en tirant un petit peu les leçons de mon expérience que finalement les Palestiniens sont l'objet d'un apartheid, ça c'est clair. Il y a tous des livres entiers qui ont été écrits qui comparent les lois d'Afrique du Sud sous l'apartheid et les lois israéliennes. La similarité est absolument flagrante, mais Gaza est victime d'un double apartheid. Un premier apartheid vis-à-vis des Israéliens et des Occidentaux, et un deuxième apartheid vis-à-vis qui est le fait de l'autorité palestinienne. Lorsque l'autorité palestinienne supprime les salaires,
lorsque l'autorité palestinienne verse les salaires si les fonctionnaires ne travaillent pas et les supprime s'ils travaillent. Ça date de 2007, vous voyez. Ouais. Il y a des dizaines de milliers de fonctionnaires qui ont été payés par l'autorité palestinienne à la condition expresse qu'ils restent chez eux. Des policiers, certes, mais aussi des médecins, des infirmiers, des enseignants. Est-ce qu'en 17 ans de présence dans la bande de Gaza, je le rappelle, vous y allez en moyenne 3 fois par an, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur ? À titre personnel ? Vous savez, on est inconscient. Quand vous avez des bombes qui tombent, je dirais pratiquement au hasard. Ça, vous le vivez à chaque fois, quasiment ? Ah bah non, pas à chaque fois. Mais heureusement, il y a eu 3 grosses guerres et j'étais présent dans une. Non, mais pourquoi je dis ça ? Parce que je n'apprends rien à personne que Gaza est bombardé régulièrement. Il faut pas attendre non plus une guerre, comme on dit. Enfin, c'est même pas le mot qui est juste d'ailleurs. Une agression d'Israël pour que Gaza reçoive une bombe. C'est régulier, c'est souvent. Voilà. Oui, mais je vous dis, on n'est pas... Vous savez, si on vous dit que vous allez faire Paris-Marseille en voiture, vous avez une chance sur 10 000 de vous tuer. Ouais. Vous prenez votre voiture quand même. Là, vous voyez, pendant la guerre de 2008-2009, où c'était le plus chaud, il y a eu... j'ai calculé, j'avais une chance sur 3000 d'être tué et une chance sur 800 d'être blessé. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui n'impressionnent pas. Et voilà, mais jusqu'au jour où on en prend une sur la figure, on pense qu'on va passer à côté. Mais ça ne vous fait pas peur Non, je crois qu'il y a une part d'inconscience de tout ça, oui. Quel est votre plus grand espoir que vous auriez là aujourd'hui à formuler pour Gaza ? Écoutez, le plus grand espoir, c'est de voir les choses avancer. Et voir les choses avancer, on ne les voit pas avancer politiquement. Et il n'y a pas de solution militaire. D'ailleurs, les Israéliens le savent bien. Chacune de leurs dernières attaques a été un échec politique et militaire. Aujourd'hui même s'ils ils font la décision un jour pour des raisons peut-être de politique intérieure d'attaquer, à nouveau, ils savent que ça n'apportera rien sur le plan militaire. Il y aura des morts du côté israélien qui seront très mal ressentis par les populations juives israéliennes. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, mon espoir, c'est de voir le droit pointer son nez. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes encourageants en ce moment. Quand vous voyez les dernières déclarations, ces derniers jours même, de l'administration américaine pour décrédibiliser la Cour pénale internationale et exiger que la Cour pénale internationale qu'elle n'ouvre aucune enquête ni sur c'est un faire-part en fait, ni sur les Américains ni sur Israël. C'est même le pacte qui a été fait Américain-Israël. Je dois dire que c'est du pain béni pour ceux qui soutiennent les Palestiniens et pour les démocrates, car le masque tombe. Vous voyez, il y a un lobby extrêmement puissant et face à lui, il y a une véritable émanation des nations qui est la Cour pénale internationale. Donc c'est quelque chose d'énorme et j'espère sincèrement voir dans les mois, dans les années qui viennent, une action s'engager très fermement et qui fera beaucoup pour les Palestiniens, car la partie adverse s'apercevra qu'elle fait fausse route. Il n'y a qu'à voir les déclarations complètement fausses sur le plan légal, sur le plan de la loi, qui sont faites par les uns et par les autres. Les personnes qui sont menacées, ce ne sont ni les soldats américains, ni les soldats israéliens qui ne seront pas abandonnés par leur État. C'est les dirigeants. C'est Monsieur Netanyahou, c'est le directeur d'état-major, c'est Monsieur Trump, c'est Monsieur... etc. Donc c'est quelque chose de potentiellement très puissant qui est en train de se mettre en route. Professeur, la dernière question, elle est toute simple. Est-ce qu'au vu du contexte actuel, au vu aussi d'un certain historique, parce que souvent on se réfère un petit peu au passé pour construire son futur, est-ce que, au vu de tout cela, la paix est possible dans cette région ? La paix, elle est au-delà d'être possible, est-ce qu'elle est d'abord souhaitable, bien sûr, mais est-ce qu'elle est possible ? La paix est absolument inéluctable, car aucune guerre perpétuelle n'existe, surtout quand cette guerre est basée sur une classification raciste des populations. Donc l'Afrique du Sud est devenue un État démocratique et le Proche-Orient sera un État démocratique. Il y a aujourd'hui une majorité de Palestiniens sur le territoire de la Palestine historique et il y aura un territoire un jour qui s'appellera Palestine et où toutes les populations auront le droit de vivre avec exactement les mêmes prérogatives. Donc ça...
Jeff, le grand forum, jusque 18h, encore 4 minutes. Allez, un petit Libertad, là, ça coule de source, bien sûr, avec les différents sujets. Je vous rappelle d'ailleurs la question du jour aujourd'hui, en rapport avec la sortie de Macron devant un chômeur à l'occasion de la journée des patrimoines. C'était la journée du patrimoine, c'était samedi dernier, dans les jardins de l'Élysée. Emmanuel Macron a conseillé à ce jeune homme de traverser la rue pour aller trouver du boulot. Donc voilà. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau débordement selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook et en grande majorité vous pensez qu'il s'agit effectivement d'un débordement, ainsi que sur Twitter @GF officiel bien entendu, et pourquoi pas aussi nous dire ce que vous en pensez en nous appelant maintenant sur France Maghreb 2 dans Libertad. Également cette affaire dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, c'est le jeune chauffeur de bus qui a giflé un jeune qui l'a insulté. Eh bien, est-ce que vous comprenez le geste de ce chauffeur? Au contraire, il doit être absolument puni. 01 40 33 9000 ou tout autre sujet, puisque c'est Libertad, c'est vous qui avez la parole. Alors bonjour. Oui, Christophe, bonjour, Kamel. Salut Kamel. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais simplement te remercier et te dire bravo. C'est excellent. Les excellents commentaires et la présence du professeur Oberlin, moi je l'ai écouté attentivement, j'ai pu les paroles et j'ai bien senti l'engagement de cet homme. Exact. Je crois qu'il donne exemple à tous ceux qui ont écouté cette intervention, cette émission, etc. Le soin de se dire que nous avons chacun d'entre nous le devoir d'amener cette pierre, et tu sais que c'est une métaphore que j'emploie assez souvent, et je crois que c'est ça. Et quand un homme comme ça a consacré sa vie à plusieurs années à faire en sorte d'alléger les souffrances du peuple palestinien, ça pose question et chacun d'entre nous doit s'interroger. C'est le message que je voulais faire passer. Merci. Bravo et merci, Christophe. Je rappelle que demain dans cette émission, on fera écouter la rencontre de Tahab Webs du Grand Forum qui a rencontré Aït Tamimi ce week-end à la fête de l'UMA. Belle rencontre en tout cas. Il sera là d'ailleurs pour débriefer avec nous. On écoutera donc cette interview en intégralité demain dans le Grand Forum entre 16h et 18h. 01 40 33 9000 qui est là, bonjour. Oui, bonjour, c'est Gaëtan. Bonjour, ton prénom, ville d'appel? Gaëtan de Nancy. Bonjour et bienvenue, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, j'appelle juste pour dire que les femmes sont comme le café. C'est quoi cette blague? Pourquoi le café? C'est quoi le rapport? Au début, elles excitent et après, elles s'énervent. Vous allez vous faire des amis. Et les hommes, c'est comme un melon. Oui. Il faut en tester plusieurs pour tomber sur le bon. Bon, merci pour la petite blagounette. Pas de soucis. Ciao, ciao. À bientôt, au revoir. Oui, faut-il encore qu'il soit bien mûr. Voilà, le melon. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. Si vous avez des petites blagues, on est preneurs aussi, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien même. 01 40 33 9000 qui est là, bonjour. Allô? Allô, oui. Bonjour, prénom et ville d'appel? Karim Orléans. Salut Karim Orléans, on t'écoute. Ouais. On t'écoute Karim, vas-y. On va faire une grande dédicace au professeur qui a parlé. Le professeur Christophe Oberlin. Ça marche, c'est entendu. C'est clair, une grosse dédicace, un gros salam. Ça marche, merci beaucoup Karim. Ciao ciao Karim. Ciao. À bientôt, il a l'air super concentré Karim. Dans un instant vous allez retrouver l'ami DJ Nabil qui va vous accompagner jusque 20h ce soir. Il fait sa rentrée, oui il a bien bronzé sur France Maghreb 2. Donc il était là hier soir, c'est vrai. Non, il était là hier soir, mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, il sera là avec vous. Un petit dernier pour la route, allô bonjour. Allô. Ouais, prénom, ville d'appel. Prénom, ville d'appel, Jean-Pierre Fary. Bon, je suis désolé de ce que je vais vous dire. Bonjour Jean-Pierre. Voilà, je suis sincèrement désolé de ce que je vais vous dire, mais franchement, entre votre pub où c'est uniquement que de la zizique, vous coupez votre invité juste pour mettre ça. Ça fait un bail que je vous écoute. Ouais. J'essaie de comprendre un peu le système de votre radio. Franchement, là, je vois pas, là. Il y a quelqu'un qui vous avait fait la remarque il y a 6 mois, 1 an, en vous disant qu'est-ce que c'est que ces pages de pub mort moelleux. C'est même pas quelque chose qui vous rapporte, c'est que de la zizique, et vous trouvez le moyen de couper votre invité qui était relativement intéressant. Oui. Alors, je ne sais pas, je pense bien que vous avez pas la main sur le truc parce que c'est pas vous le directeur d'antenne, mais là, sérieusement, ça pose problème, quoi. Bon, bah merci Jean-Pierre pour la remarque, elle est tout à fait acceptable, en tout cas pour ce qui est de couper l'invité, effectivement, c'est des trucs automatiques et ça part en bout d'un moment. Mais à moi de rester vigilant. Non, passer avant ou après. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est mon manque de vigilance pour le coup, je le prends pour moi, mais pour le reste,
savoir le contenu. Quoi. Je veux dire, si c'était encore des pubs à la rigueur qui vous rapportent, bon, ok, on sacrifie, on écoute tout le bazar, mais c'est que de la musique, votre machin. Bon, bah merci Jean-Pierre. En tout cas, ça fait. Non mais. Allez, au revoir. Non mais moi je prends acte et ça fait toujours avancer les bonnes remarques. Merci Jean-Pierre. Okay, ça marche. Au revoir. Ciao ciao, à bientôt. 01 40 33 9000 sur France Bleu 2. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Ils ont donné rendez-vous demain sans être coupés. Demain entre 16h et 18h, il y aura Tab Waps qui était donc à la fête de l'humain ce week-end et qui a rencontré donc pour nous Aïta Mimi. Et puis Osinaras qui sera avec nous aussi sur France Bleu 2. Rendez-vous demain pour le LGF entre 16h et 18h avec toujours et encore les mêmes rubriques, le zapping, le buzzer, Aïta Mimi bien sûr, et le C'est arrivé et plein d'autres choses évidemment. Et vous, chers amis auditeurs, vous allez pouvoir, et comme d'habitude, contribuer, participer, nous donner votre avis parce qu'il nous intéresse plus que jamais. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous retrouvez avec grand plaisir dès demain 16h sur France Bleu 2, 18h01. Bon début de soirée. Merci d'écouter France Bleu 2. Vous avez bien raison d'ailleurs. Marine Garel pour l'info et le flash. Bonsoir. Bonsoir à tous. Énième épisode dans l'affaire portant sur des soupçons de financement libyen. Claude Guéant est de nouveau mis en examen. L'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy est désormais poursuivi et notamment pour corruption passive. L'ancien président Nicolas Sarkozy et son ancien trésorier de campagne Éric Woerth sont également mis en examen dans cette affaire. L'ouverture ce matin du procès du directeur et de plusieurs employés de l'abattoir municipal de Mauléon. Un procès pour maltraitance animale et tromperie sur la nature de la marchandise. L'affaire avait été révélée il y a 2 ans et demi par l'association L214 et la diffusion d'images choc filmées en caméra cachée. L'association Anti-Viande avait déjà dénoncé des faits similaires dans les abattoirs d'Alès et du Vigan dans le Gard. Des scandales qui ont abouti à la création en mars 2016 d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français. Il a déjà pris les commandes d'Air France KLM ce matin via une vidéo interne. Le nouveau patron de la compagnie aérienne Ben Smith annonce qu'il va investir la moitié de sa rémunération fixe, soit 450 000 € par an, dans le capital du groupe. La semaine à venir s'annonce chargée pour lui. Il doit voir les membres de la direction et les partenaires sociaux. Les syndicats qui réclament toujours une hausse générale des salaires de 5%, correspondant à l'inflation sur la période 2012-2017. Près de Tours, un père de famille est en état de mort cérébrale aujourd'hui après avoir été roué de coups samedi soir à Saint-Pierre-des-Corps. L'homme a été violemment frappé pour une banale histoire de place de parking. L'auteur des coups aurait été interpellé. France-Croatie, ce sera donc l'affiche de la finale de la Coupe Davis 2018. On parle de tennis. Les tricolores se sont assurés la qualification dès samedi en battant l'Espagne 3-0. Pour la finale, Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France, possède un réservoir de joueurs. Une bonne dizaine de joueurs peuvent se porter candidats pour une place de titulaire. La finale de la Coupe Davis aura lieu en France fin novembre dans une ville qui reste à déterminer. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.